Bonsoir et bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 28 avril. Voici les titres de cette édition. L'expérimentation va durer plusieurs années. Un éco-score doit renseigner sur l'impact environnemental des produits alimentaires. La disposition fait partie du projet de loi Climat et Résilience et des applications ont déjà intégré cet indicateur. C'est le cas de Yuka, dont la cofondatrice Julie Chapon est yvelinoise. Elle est notre invitée. Les derniers chiffres du chômage révélés hier font état d'une amélioration au premier trimestre 2021 dans les Yvelines. Le territoire où une direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités vient d'être lancée. Elle a pour objectif de rapprocher mission d'insertion sociale et insertion professionnelle. Interview à suivre. Et puis des orties dans votre tisane, c'est l'idée de deux jeunes des Mureaux qui ont lancé leur propre marque. Tous des Terres proposent des boissons chaudes à base des feuilles de cette plante prélevées directement dans leur ville. Focus à la fin de ce journal. Tout à l'heure également, présentation du plan vélo de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Il prévoit notamment la création de plus de 126 km de pistes cyclables. Mais pour débuter, l'information a été confirmée. Emmanuel Macron s'exprimera ce vendredi 30 avril sur la crise sanitaire. C'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a annoncé ce mercredi matin à la sortie du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres. Le président présentera une stratégie de sortie progressive et phasée des restrictions sanitaires. On ne connaît pas encore la forme de son intervention, interview ou allocution. Un calendrier qui devrait se faire en 4 étapes entre le 3 mai, fin officielle des limitations de déplacement et la fin juin. Possible fin du couvre-feu pour début juin. Un plan national est pour l'heure toujours préféré, mais le gouvernement n'exclut pas des mesures territorialisées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Le président de la République qui assistera demain jeudi aux obsèques de Stéphanie M à Saint-Léger-en-Yvelines, cette fonctionnaire de police assassinée vendredi dernier au commissariat de Rambouillet. On apprend d'ailleurs ce mercredi qu'une cagnotte en ligne a été lancée sur Litchi au bénéfice de la famille de la victime. C'est une initiative de l'amicale des policiers d'Elancourt-Rambouillet-Trappes. Ce mercredi soir, près de 6 000 € avaient déjà pu être récoltés. Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Pour rappel, un hommage national aura lieu également vendredi en matinée à Rambouillet et présidé par Jean Castex. Dans l'enquête sur l'attaque menée par le parquet national antiterroriste, il n'y a désormais plus de garde à vue en cours. Les 2 dernières ont été levées. Il s'agissait des 2 cousins du terroriste interpellés samedi et dimanche. 5 personnes en tout avaient été placées en garde à vue depuis les faits, parmi lesquelles le père de l'assaillant et un couple qui l'avait domicilié. L'individu de 36 ans avait été abattu après l'attaque au commissariat de Rambouillet. Inconnu des services de renseignement, il n'avait pas de casier judiciaire. L'auteur, dont la radicalisation était peu contestable selon les mots du procureur national antiterroriste, présentait des troubles de la personnalité. Connaître son empreinte écologique au travers des aliments que l'on consomme. L'Éco-score pourrait vous aider à y voir plus clair. Il s'agit d'un indicateur pour rendre plus transparent l'impact environnemental d'un produit. Les précisions de Justine Brasier. À l'image du Nutri-Score qui mesure la qualité nutritionnelle d'un produit alimentaire, l'Éco-score, lui, en mesure l'impact environnemental. De la même façon, les produits sont classés de A à E selon un code couleur, A représentant un faible impact du produit. Par exemple, des fruits et légumes d'origine France auront tendance à avoir un faible impact environnemental avec un code couleur vert, tandis que la viande importée aura tendance à avoir un mauvais Éco-score. L'objectif de cet indicateur, rendre l'empreinte écologique que génèrent les produits transparente, mais aussi sensibiliser sur les modes de consommation. Nous avons interrogé les Yvelinois pour savoir si un Éco-score pourrait changer leur manière de consommer. Regardez. J'ai lu d'ailleurs un article il y a quelques mois sur l'apparition de ce système-là. Oui, c'est un grand progrès, c'est certain. Il commence à s'infiltrer un petit peu en France auprès de certains produits. À ce moment-là, oui, je privilégie la qualité A, enfin l'Éco-score A, disons. Oui, je pense que ça peut changer ma manière de consommer. S'il est mis sur les produits, comme pour le Nutri-Score, je le regarderai. Donc peut-être ça changera certaines choses. Je vais voir, suivant ce qui sera mis sur les produits. C'est important pour l'environnement, pour le futur de la planète, pour les enfants qui arrivent. L'Éco-score est basé sur une méthodologie. Il s'appuie sur les données d'analyse de cycle de vie des produits qui a été réalisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie. Elle calcule un score sur 100 à partir de plusieurs critères, comme par exemple la recyclabilité des emballages ou encore l'origine des produits. Plusieurs acteurs de l'alimentation ont d'ores et déjà lancé cette fonctionnalité depuis le début de l'année. C'est le cas par exemple de ScanUp, Open Food Facts ou encore Yuka.
Et on parle de l'éco-score avec Julie Chapon. Bonsoir. Bonsoir. Yvelinoise, originaire de Verneuil-sur-Seine et surtout co-créatrice, cofondatrice de Yuka. C'est une application qu'on ne présente plus. 22 millions d'utilisateurs dans le monde. Yuka nous renseigne sur les produits alimentaires et cosmétiques pour en savoir un peu plus sur leur qualité. Et la création de cet éco-score, on le rappelle, a été plébiscitée par la Convention citoyenne sur le climat. Elle s'inscrit également dans le cadre d'une expérimentation lancée par le ministère de la Transition écologique et prévue dans la loi Climat et Résilience. Mais l'initiative est venue surtout de 10 acteurs de l'alimentation, dont Yuka, qui propose cette fonctionnalité de l'éco-score dans son application. Pourquoi justement cet engagement ? Il y a deux principales raisons pour lesquelles on s'est lancé sur la création de cet éco-score. Le premier, c'est qu'il y a un vrai enjeu environnemental lié aujourd'hui à notre système alimentaire. Aujourd'hui, il faut savoir que la production alimentaire mondiale, ça représente 28% des émissions de gaz à effet de serre et 70% de la consommation en eau dans le monde. Donc, il y a un vrai enjeu environnemental lié au système alimentaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a vu une très, très forte demande de nos utilisateurs. C'est-à-dire que nos utilisateurs utilisaient l'application pour analyser l'impact des produits sur la santé, mais ils étaient très demandeurs d'avoir également une information sur l'impact environnemental de leurs produits. Donc on l'a compris, un impact environnemental qui est donc négatif, on va dire, de part de la production alimentaire, urgence d'agir. Les objectifs, vous l'avez dit, ça vient d'une demande de vos consommateurs. On imagine dans un premier temps informer les consommateurs. Il y a peut-être aussi la volonté d'insuffler une dynamique auprès des géants de l'alimentation. Effectivement, il y a vraiment un double objectif à cet éco-score. Le premier, c'est de permettre aux consommateurs de s'orienter vers une alimentation plus durable en les informant mieux. Le deuxième objectif, c'est bien sûr d'inciter les industriels à améliorer la performance environnementale de leurs produits. L'idée, c'est un petit peu de répliquer ce qu'on a réussi aujourd'hui à faire sur la dimension santé, où les industriels ont beaucoup revu la composition de leurs produits, en grande partie grâce à Yuka. Et donc, on espère aussi qu'on aura le même effet grâce à l'éco-score sur la dimension environnementale. Vous avez bon espoir que ces géants de l'agroalimentaire puissent modifier peut-être leur mode de production, qu'ils aient moins d'impact justement sur l'environnement ? Oui, on a bon espoir parce que même si l'éco-score est lancé depuis peu, on voit déjà des impacts. Pourquoi ? Parce que par exemple, dans l'éco-score, on va prendre en compte l'origine des ingrédients. L'origine des ingrédients, c'est une information qui n'est pas obligatoire sur l'emballage. Et dans l'application, quand l'industriel n'affiche pas l'information, l'utilisateur a la possibilité de solliciter la marque directement via Yuka pour lui demander l'information de la provenance. Et beaucoup de marques nous ont communiqué ces informations et beaucoup de marques nous ont indiqué qu'ils allaient revoir leur approvisionnement pour s'approvisionner de façon plus locale. Alors on l'a compris aussi avec la chronique précédente, l'éco-score c'est une notation de A à E, une couleur verte pour faible impact et pour la lettre A, E pour la couleur rouge et un fort impact sur l'environnement. Comment est-il calculé cet éco-score ? Quels sont les principes, quels sont les indicateurs qui sont pris en compte ? Alors, pour calculer cet indicateur, on regarde en fait tous les impacts que va avoir le produit tout au long de son cycle de vie. Et donc, on prend en compte énormément de choses, mais pour synthétiser, on va notamment regarder tout ce qui est production agricole, tout ce qui est ensuite transformation du produit, tout ce qui est emballage, tout ce qui est transport. Et pour regarder tout ça et pour calculer ce score, on s'appuie notamment sur les travaux de l'ADEME qui ont été menés depuis maintenant plus de 10 ans. L'ADEME, donc l'Agence publique de transition écologique. Et l'ADEME a réalisé une analyse de cycle de vie sur 2500 catégories de produits. Donc voilà, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux de l'ADEME pour réaliser cette notation. Et très concrètement, sur l'application Yuka, comment on le retrouve cet éco-score ? Alors, c'est disponible dans la même application, l'application existante. Quand vous scannez un produit, alors on parle vraiment que des produits alimentaires. Quand vous scannez un produit, vous avez désormais une fiche santé et à côté, vous avez un onglet avec une fiche environnement et vous retrouvez tout le détail des éléments de la notation. Et cet éco-score va être également testé, c'est en tout cas l'article 1er du projet de loi climat et résilience. La phase expérimentale va durer 5 ans maximum. Juste une précision, est-ce qu'il va y avoir différents éco-scores ou peut-être l'idée justement c'est de mettre en commun toutes ces données pour proposer un indicateur unique à l'avenir ?
Alors l'idée de cette expérimentation, c'est que différents acteurs proposent différents systèmes de notation et qu'à la fin de l'expérimentation, l'ADEME se positionne vers un indicateur. Voilà, aujourd'hui l'éco-score, c'est un score qui est quand même très avancé. On a beaucoup travaillé avec l'ADEME en étroite collaboration. Mais voilà, l'idée vraiment de cette expérimentation, c'est qu'à la fin, il y ait un score qui soit plébiscité et qu'il n'existe pas divers éco-scores sur le marché. Une dernière question, vous avez bon espoir justement que dans les 5 prochaines années, grand maximum, ce soit rendu obligatoire, l'éco-score ? J'ai bon espoir, mais dans tous les cas, même si c'est pas rendu obligatoire, je pense que les marques, les industriels finiront par l'afficher quand même, comme ça a été le cas pour le Nutri-Score, qui n'est pas obligatoire, mais qui finalement est aujourd'hui affiché sur beaucoup de produits, parce que en fait, ils n'auront pas le choix. Les consommateurs sont demandeurs de l'information, et voilà, c'est tout dans leur intérêt d'aller dans ce sens. Et on a déjà des industriels et des distributeurs avec qui on est en contact, qui souhaitent d'ores et déjà étudier la possibilité d'afficher l'éco-score sur leurs produits. Donc peut-être que très bientôt, dans quelques semaines, vous verrez l'éco-score déjà sur quelques produits. Merci Julie Chaperon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, vous êtes la cofondatrice de l'application Yuka. On reste dans la thématique environnementale avec bientôt la création de plus de 126 km de pistes cyclables par Grand Paris Seine-et-Oise. La communauté urbaine a décidé d'investir pour ce faire plus de 17 millions d'euros dans son plan vélo. Les détails de Célia Gatsongo. 17 millions d'euros pour créer plus de 80 itinéraires cyclables sur toute l'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise. C'est le projet du plan vélo validé par la communauté urbaine. 3 axes sont prioritaires d'ici 2025. D'abord, la Seine à vélo. La future véloroute qui doit relier Paris au Havre passe par les Yvelines. Ce sont 1 million de cyclotouristes qui sont attendus chaque année. Des aménagements des rives sont prévus. C'est aussi donc un levier de développement économique, touristique. Donc la Seine à vélo qui cabote d'une rive de la Seine à l'autre, qui alterne parfois rive droite, rive gauche sur notre territoire. Nous, on a plus de 60 km d'itinéraires le long de la Seine. Deuxième volet du plan vélo, sécuriser les pistes et itinéraires cyclables autour des lieux de l'enseignement, comme par exemple les collèges ou les lycées. Les scolaires pourront emprunter des nouvelles pistes entre leur domicile et leurs établissements. L'idée, c'est de renforcer et de sécuriser des itinéraires de fait qu'empruntent nos enfants, parfois le long de départemental, parfois à travers champs. Enfin, troisième point, le stationnement cyclable indispensable à la pratique du vélo. Chaque année, 500 à 1000 nouvelles places seront créées autour des grands équipements et dans les quartiers commerçants. Début des travaux en 2022 et la Seine à vélo devrait-elle être inaugurée en septembre prochain. C'est un nouveau service créé par l'État. La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Elle doit permettre de rapprocher missions d'insertion sociale et missions d'insertion professionnelle. On écoute à ce propos la directrice de cette nouvelle entité, interrogée par Nicolas Dandry. Les propos compilés par Éléonore Sinoquet. La DETS a été créée le 1er avril 2021. Donc c'est la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et cette nouvelle direction est née de la fusion entre la direction départementale de la cohésion sociale et l'unité départementale de la DIRECT. C'est justement pour réunir dans une même direction les compétences en matière d'emploi, d'accompagnement social, de lutte contre la pauvreté et le système de l'inspection du travail. Nous accompagnons les publics les plus vulnérables pour leur parcours d'insertion, donc pour leur accès aux droits, pour leur accès au logement social, pour leur proposer des solutions d'hébergement lorsque ces publics sont à la rue. Nous travaillons en direction des publics qui sont demandeurs d'emploi avec l'opérateur Pôle emploi, les missions locales, etc. Nous soutenons les entreprises, nous les accompagnons dans ce contexte de mutation économique. Et puis, donc, les inspecteurs du travail contrôlent les activités des entreprises, protègent les salariés et conseillent également les entreprises. Ce qui va changer en fait pour les Yvelinois, c'est qu'il y aura une coordination renforcée entre les équipes qui s'occupent de l'accompagnement social et de l'insertion professionnelle. Donc c'est bien évidemment des réponses beaucoup plus efficaces.
Et des orties dans votre tisane, c'est l'initiative pour le moins originale lancée par 2 jeunes des Mureaux. Après 3 mois de formation au sein de l'association l'Académie des Pluriels, Manard et Capot ont créé leur propre marque d'infusion, tous des terres. Et depuis, leur projet ne cesse de grandir. On en parle avec Astrid Bergère et Joe Sakal. À l'origine, une rencontre. Manard, Capot et l'association l'Académie des Pluriels croisent leur chemin en octobre 2020 au Mureaux. Et puis, un projet, celui qui mûrit depuis plusieurs mois et aboutit à une marque de tisane à base d'ortie. Alors pour ces 2 jeunes, l'association y est pour beaucoup. C'est une association qui met en place des parcours de formation pour redonner le pouvoir d'agir aux jeunes et c'est axé sur l'entrepreneuriat. Et du coup, pendant cette formation de 3 mois, on a été réunis avec plusieurs jeunes des quartiers pour collaborer ensemble. 4 goûts sont donc concoctés pour tous des terres où citron, hibiscus, laurier et thym accompagnent les orties récupérées au sein de leur ville qui leur étaient jusque-là inconnues. C'était une plante qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert en mettant en place, en recherchant dans les espaces verts quel type de plante on peut utiliser. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'ortie c'est considéré comme une mauvaise plante alors que c'est plein de bienfaits. Les premiers clients sont séduits, ce qui les pousse à suivre une autre formation à la ruche de Saint-Germain-en-Laye. Lors aussi de nos ventes à Auchan ou dans les marchés, et on avait beaucoup de retours sur pourquoi vous ne continuez pas vos tisanes, c'est magnifique, c'est un beau projet, c'est des jeunes ici des Mureaux, et essayez de continuer. On nous a donné beaucoup de force en fait sur ça. En plus de la création d'une boisson chaude, ces 2 jeunes issus des quartiers populaires veulent agir dans le social. Ils souhaitent embaucher des personnes en difficulté ou éloignées de l'emploi et voient les choses en grand. On aimerait pouvoir être déjà dans un premier temps une marque reconnue et pouvoir par la suite créer un sorte de bar à tisane associatif où on pourrait vendre nos tisanes et surtout à côté mener des ateliers de sensibilisation parce que c'est ça le cœur de notre projet, c'est que la tisane c'est surtout un outil de lien social. 3 bénévoles ont déjà rejoint le projet. L'objectif à long terme, se développer petit à petit pour peut-être un jour devenir un peu plus grand et s'étendre dans toute la France. Avant de vous laisser, direction Voisins-le-Bretonneux pour franchir les portes du magasin Marquise et Bergère et y rencontrer Laurence Babi, spécialiste de la tapisserie et de la décoration intérieure. Elle vient de décrocher le prestigieux titre de maître artisan. Nicolas Dandry l'a interrogé. Je m'appelle Laurence Babi, j'ai 53 ans et j'ai fondé Marquise et Bergère en 2008. C'est une activité en 2 parties. Une activité qui concerne le métier de tapissier décorateur, donc fauteuil, réfection de fauteuil, de sièges, de canapés, et aussi tout ce qui est décor de fenêtres, voilage, rideaux ou store bateau par exemple. Et l'autre partie, c'est une activité de décoration d'intérieur avec du conseil autour de la vente de peinture et de papier peint. Souvent, on refait le fauteuil à partir de sa carcasse, ce qu'on appelle la carcasse, c'est le fût. Donc on le ressangle, on le remet avec du ressort. Là, vous pouvez voir derrière moi, il doit y avoir un fauteuil avec du scellant crin. Donc ça, c'est une garniture dite traditionnelle, piquée ensuite avec de l'embourrure. Notre projet phare, c'est d'avoir travaillé avec le château de Breteuil depuis 2016, où on a eu quand même 80 mètres de tissu, des échafaudages pour poser les rideaux, c'est-à-dire qu'on était à 6 mètres sous plafond, et à peu près 20 kg par rideau uniquement. L'aventure entrepreneuriale, pour moi, c'était la possibilité d'être indépendante, d'être autonome, et de prime abord, c'était la possibilité de redonner une deuxième vie à des objets qui m'étaient confiés. La possibilité de recréer des sièges et de les rendre aux clients en voyant leurs yeux qui pétillent, et d'autre part de faire aussi un petit peu de création avec par exemple ce petit fauteuil qui a été trouvé dans les poubelles et qu'on va remettre en état et qui pourra même être remis à la vente par la suite. Et d'autre part, le faire savoir, c'est la possibilité de passer cette compétence à un jeune qui est motivé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre ce soir sur TV78 un nouveau numéro du 7-8 Société. Astrid Bergère et ses invités y parleront handicap et culture avec la diffusion d'un documentaire. Ce sera à retrouver à partir de 20h. Belle soirée sur TV78.